le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bon jeudi, ravi de vous retrouver aujourd'hui, bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h, en direct depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, et Ealichi Dorelas pour la présentation, à Jacques Mel pour présenter ce grand journal, Lionel François et Smith Jean-Julien, Rouban assure les manœuvres techniques, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacques Mel, l'ancien pape Benoît XVI accusé d'inaction face à des prêtres pédophile, le pape émérite rejette strictement toute responsabilité. Voici un reportage signé Euronews. C'est un rapport qui secoue l'Église catholique en Allemagne et plus précisément le pape émérite Benoît XVI. Alors qu'il était archevêque de Munich et Freising entre 1977 et 1982, Joseph Ratzinger, c'est son nom de naissance, aurait gardé le silence face à des cas de pédophilie. Ce rapport indépendant a été réalisé par un cabinet d'avocats munichois mandaté par l'Église. Dans 4 cas, nous avons conclu que l'archevêque de l'époque, le cardinal Ratzinger, devait être accusé de manquement dans des cas d'abus sexuels. Selon les experts, le cardinal Ratzinger était notamment au courant du passé pédophile du prêtre Peter Ullermann, arrivé en 1980 dans son archevêché. En 1986, un tribunal l'avait même condamné à de la prison avec sursis, ce qui, d'après le rapport, ne l'aurait pas empêché de récidiver. D'autres membres éminents du clergé sont épinglés dans ce rapport qui recense des cas survenus entre 1945 et 2019. Benoît XVI, lui, rejette toute responsabilité. La crise ukrainienne, tout franchissement de la frontière ukrainienne par la Russie entraînerait une réaction rapide et sévère des États-Unis, a assuré jeudi le secrétaire d'État américain Antony Blinken à Berlin, alors que les tensions sont au plus haut entre Moscou et les Occidentaux. Voici un reportage signé France 24. C'est un message d'unité et de fermeté qu'ont formulé Antony Blinken et ses homologues européens. Au deuxième jour de sa tournée diplomatique, à Berlin, le secrétaire d'État américain durcit le ton face à la Russie. Il fait valoir que les États-Unis et les partenaires européens parlent d'une même voix dans le dossier ukrainien. Nous avons toujours été très clairs. Si des forces armées russes traversent la frontière ukrainienne et commettent une agression contre l'Ukraine, il y aura une réponse rapide et forte de la part des États-Unis et de ses alliés. Une position commune entre Américains et Européens relayée par Berlin dans des termes similaires. Nous exhortons la Russie à prendre des mesures de désescalade. Toute nouvelle position agressive, toute nouvelle agression aurait de graves conséquences. En visite à Kiev mercredi, le chef de la diplomatie américaine avait déjà affiché son soutien à l'Ukraine face à la menace russe, appelant fermement Moscou à la résolution diplomatique de la crise. Depuis des semaines, près de 100 000 soldats russes sont massés à la frontière est de l'Ukraine, laissant craindre une invasion. La Russie dément toute volonté d'attaquer son voisin ukrainien, mais refuse pour autant de démobiliser les troupes engagées avant d'avoir la garantie que l'Ukraine ne rejoindra jamais l'OTAN, inacceptable pour l'Alliance. La tournée éclair du secrétaire d'État américain s'achèvera vendredi en Suisse, après un tête-à-tête très attendu avec son homologue russe à Genève, une énième tentative pour trouver une porte de sortie diplomatique à la crise ukrainienne. Direction le Libéria, une bousculade meurtrière dans un stade, 29 morts au moins, au moins 29 personnes sont mortes apparemment, piétinées dans la nuit du mercredi à jeudi à Monrovia, la capitale libérienne. Voici un reportage signé Africa News. Une bousculade survenue dans un terrain de football lors d'une croisade à Monrovia au Libéria aurait coûté la vie à des dizaines de personnes. Ces personnes s'étaient rassemblées dans le stade du quartier New Crew pour écouter le pasteur Abraham Kroma. Un mouvement de panique à la fin de l'événement serait à l'origine de ce drame, dont le bilan fait état pour le moment de 29 morts.
Le président George Weah a déclaré 3 jours de deuil national et ordonné que tous les drapeaux soient mis en berne sur les édifices publics du pays. Le président libérien a également exigé que les policiers mènent rapidement une enquête exhaustive pour savoir si des agissements criminels sont ou non responsables de ce drame. Direction l'île de Tonga, une éruption volcanique sous-marine d'un tsunami ont touché les îles Tonga. Certaines îles aux alentours ont disparu, les secours par bateau et les premiers avions chargés d'aide sont en route. Voici un reportage signé TV5 Monde. Voici les toutes premières images en provenance de l'archipel, 5 jours après l'éruption du volcan. Les îles Tonga, un peu moins coupées du reste du monde, un peu moins seulement. Les communications vers l'extérieur ont pu être en partie rétablies. Premier contact et premier témoignage. Quand la première explosion a retenti, nos oreilles bourdonnaient et nous ne pouvions même plus nous entendre. Nous nous sommes alors dirigés vers nos familles pour qu'elles se préparent à fuir. Et c'est ce que nous avons fait. Le bruit, c'était comme dans un avion. On n'entendait plus rien, tellement l'explosion était forte. Plus de 80 000 personnes sur les 100 000 habitants de l'archipel seraient directement affectées par la colère du volcan et le tsunami qui s'en est suivi. Les besoins sont immenses et urgents, surtout au niveau de la nourriture et de l'eau potable. Le président de l'Assemblée nationale tongienne, actuellement en Nouvelle-Zélande, a pu joindre brièvement son épouse, restée sur place. Elle me dit que les gens sont dans les rues pour essayer de tout nettoyer. Il y a de la cendre partout. Ça va être long, très long avant que la vie reprenne. Il y a aussi le manque de nourriture. Les agriculteurs tentent de sauver leurs plantations. Elle me dit aussi que la capitale a été relativement épargnée. Il y a beaucoup de dégâts en raison du tsunami. La principale piste de l'aéroport vient à peine d'être dégagée de l'épaisse couche de cendres qui la recouvrait, ce qui permet aux premiers avions remplis d'aide d'atterrir. L'Australie et la Nouvelle-Zélande en tête de pont de ce véritable couloir humanitaire. Les deux pays voisins acheminent également vivres et matériels par bateau. Dossier spécial dans cette page internationale pour aujourd'hui, démocratie en péril, Tunisie. Il y a un peu plus de 10 ans, s'amorçait le printemps arabe en Tunisie. Mais voilà que la démocratie est de nouveau en suspense. Il y a 6 mois, le président Kais Saied a fermé le Parlement, limogé le gouvernement et s'est attribué tous les pouvoirs. La semaine dernière, la pandémie lui a servi de justification pour interdire les manifestations et imposer un couvre-feu. Mais des milliers de personnes sont aussitôt défiées cet ordre. Voici un dossier spécial signé Radio-Canada, reportage Sylvain Desjardins. Des scènes qui rappellent une autre époque, celle de la révolution de 2011 et du printemps arabe. Des dizaines de personnes arrêtées, plusieurs blessés, dont certains membres de la presse, pourtant bien identifiables. Depuis 2011, le 14 janvier est un jour de commémoration en Tunisie, celui qui marque le départ du dictateur Ben Ali. Mais cette année, le président a annulé cet anniversaire officiel. Il a imposé un couvre-feu 2 jours avant et interdit les manifestations, officiellement à cause de la pandémie. Selon la police, 1200 manifestants ont défié l'interdiction. Ils étaient bien plus nombreux, selon Shaima Issa, membre d'une coalition de citoyens qui s'opposent au président Kais Saied. Donc mes jambes, j'ai pris un coup de matraque. Mes amis aussi, chacun, j'ai quelqu'un qui est déjà hospitalisé parce qu'il doit faire une opération sur son bras. Donc aujourd'hui, ce qu'on a vu, on ne l'a pas vu pendant toutes ces dernières 10 années. Et aussi, même Ben Ali n'a pas utilisé tant de force, surtout dans les manifestations. Comme des milliers d'autres Tunisiens, cette militante s'oppose fermement aux décisions récentes du président qui a concentré une grande partie du pouvoir politique tunisien entre ses mains. Aujourd'hui, Kais Saied, avec son coup d'État, il est en train de nier tout ça et il est en train de gommer notre démocratie pour installer une dictature.
Aujourd'hui, c'est une manière de commémorer cette fête de la Révolution qui a été confisquée par le président Kais Saied, qui a décidé de manière unilatérale de supprimer ce jour qui était précédemment un jour de célébration nationale. En juillet dernier, le président Saïed a limogé son gouvernement, fermé le Parlement tunisien et entrepris de gouverner par décret avec un petit groupe de collaborateurs. Il juge que le pays est devenu ingouvernable. Les partis d'opposition sont furieux, en particulier les députés du parti islamiste Ennahda. Il ne consulte personne, prend des décisions de manière unilatérale, promulgue des décrets présidentiels et gouverne la Tunisie aujourd'hui d'un coup de crayon du palais de Carthage. 11 ans après, les Tunisiens attendent toujours de récolter les fruits de leur révolution. La vie est dure, l'économie au bord du gouffre. La population, les syndicats et certains partis d'opposition avaient donc d'abord appuyé la démarche autoritaire du président en espérant un déblocage de la situation. Mais ces appuis s'effritent. Ce n'est pas un secret que les Tunisiens sont déçus. Il y avait des ambitions, il y avait des attentes, mais malheureusement, ces ambitions et ces attentes n'ont pas trouvé un chemin pour la concrétisation. Le train de la démocratie en Tunisie est toujours sur les rails. Il n'a pas déraillé. Devant la pression internationale, le président tunisien a lancé une vaste consultation populaire. Un référendum sur des changements constitutionnels est prévu en juillet et des élections générales suivront en décembre. Problème, la participation des principaux acteurs n'est pas acquise. Nous allons boycotter ces, pièces de théâtre qui sont jouées uniquement pour blanchir le régime de Kais Saied. Ma crainte, c'est que les Tunisiens et les Tunisiennes perdent l'espoir ou perdent leur confiance en la démocratie et le rendez-vous électoral du 17 décembre 2022, je crois, consacrera cette ambition et cette dynamique que j'espère évidemment positive et porteuse de solutions à tous les niveaux pour notre pays qui le mérite fort. Les opposants réclament un réel dialogue national pour résoudre cette crise. Le degré d'adhésion de la population au programme du président déterminera la suite des choses. C'est la fin de la page internationale pour aujourd'hui. Production et prod, réalisation Télébeltor pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Présentation Erlich Dorelas. Eh bien, aujourd'hui sur Boston, température 37 degrés Fahrenheit. Mixture de pluie et de neige à Boston, 3 degrés Celsius. Jacmel 86 degrés Fahrenheit, 30 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir Smith, Jean-Julien, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent jeudi accompagné de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.